Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur le cinéma de patrimoine. Mon cher Antoine, belle rentrée en perspective. Ah oui, ça, les festivités ne vont pas manquer. En effet, pour ce numéro de rentrée, nous évoquerons deux événements à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, l'exposition Muse, portrait d'actrices, et le cycle Les Pionnières du cinéma, ainsi que la rétrospective Léo Macaré à la Cinémathèque française et le Festival du film fantastique de Strasbourg. Au programme également les ressorties du mois de septembre, et particulièrement celle d'Anna Tahan, le dernier film de Joseph van Steenberg, raconté par Antoine Cyr dans son Histoire du cinéma. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Ingmar Bergman, nous avons rencontré la réalisatrice Janette Magnussen pour son documentaire Bergman, une année dans une vie, en salle le 19 septembre. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. On débute cette partie événement rétrospective avec l'exposition Muse, portrait d'actrice à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé qui a lieu du 29 août au 13 octobre, soit une sélection d'affiches, de photos et de documents inédits issus des archives de la Fondation sur les actrices françaises des années 30 qui ont pu inspirer les metteurs en scène et les affichistes. Une exposition qui est complétée par le cycle Les Pionnières du cinéma muet qui a lieu du 29 août au 25 septembre et qui revient à travers une programmation d'une trentaine de films sur la carrière de femmes qui, derrière la caméra, ont œuvré pour le développement de l'industrie cinématographique au premier temps du cinéma, qu'elle soit cinéaste, monteuse, scénariste, productrice, et qu'elle se nomme Mary Pickford, Alice Guy, Germaine Dulac, Lois Weber ou Marie Epstein. Pour en parler, nous avons rencontré Stéphanie Salmon, directrice des collections de la Fondation, et Elvira Chamiri, chargée de la programmation et de l'exploitation. Stéphanie Salmon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback pour cette exposition Muse, portrait d'actrice. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez réuni cette série de photographies ? Elle existait en fait déjà. Elle faisait partie des collections de Pathé, des archives de Pathé. Quand Pathé a versé ses archives à la Fondation, ces photographies faisaient partie de tout l'ensemble. Et on les a découvertes en les inventoriant tout simplement, qui avaient des tirages argentiques d'époque, et puis des plaques de verre, 14 cartons de plaques de verre, dont il y a même encore des boîtes qu'on découvrira dans les mois à venir. Mais c'est des photographies qui font vraiment partie des archives et de l'histoire de Pathé et qui sont présentées pour la première fois. Nous, on a été émerveillés en les découvrant et on a compris qu'il y avait un corpus, une unité, un travail, qu'on comprend pas tout à fait parce que notamment les photographes sont anonymes, mais c'est un fond qui avait son unité, qui était inédit. Alors est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce fond cette collection de photos? Donc historiquement, Pathé s'est doté d'un studio de photographie, le studio Pathé Nathan avec Bernard Nathan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ces photos de Bernard Nathan? Alors Bernard Nathan, il prend la direction de Pathé en 1929. C'est-à-dire au moment où le parlant apparaît, donc toute l'économie du cinéma va changer. Et il s'inspire énormément du modèle américain, qui est quand même avec des majors assez dominants. C'est ce qu'il va essayer de calquer en France. Et il intègre, il réintègre une série de métiers. Et je pense que sur le modèle des États-Unis, il crée un studio, donc c'est-à-dire avec des photographes qui vont être employés et ne pas laisser leur identité. Donc toutes ces photos sont publiées sous le tampon Photo Studio Pathé Nathan. Et il y aura une sorte de style Pathé qui va être mis en place, alors de manière très ferme à partir de 1932. Donc on prend bien sûr des photographies des tournages, des photographies des films en train de se faire. On voit des metteurs en scène au travail, des acteurs qui répètent leur rôle, beaucoup de techniciens, et il y a des séries particulières qui sont consacrées au portrait. Donc les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, même des affichistes ou des scénaristes. Mais il y a des très très belles séries concernant les actrices. Et moi, je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en parallèle avec l'influence des actrices américaines. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans l'exposition, mais le modèle américain est très très présent au début des années 30 dans les revues. Et puis on voit petit à petit qu'il y a une sorte d'école française, notamment à travers ce studio Pathé qui se met en place. Et ces photographies, elles sont vraiment caractéristiques d'un style. Ces photographies, on les retrouve dans une revue qui s'appelle L'Image, qui a été initiée, qui était la revue Pathé de l'époque, des années 30.
Oui, c'est une revue qui est reprise par Pathé, donc qui au début elle s'intéresse à pas mal de sujets et qui petit à petit va permettre au public, parce qu'en fait, contrairement aux revues précédentes, l'image ne s'adresse pas aux exploitants, mais elle s'adresse au public. Et cette revue va présenter des articles sur les stars, des actrices sur les tournages, des façons, on trouve même des articles sur la façon de se maquiller, où en fait l'actrice devient un modèle aussi. Elle livre ses secrets, elle est inaccessible mais en même temps elle a un mode de vie qui est assez sportif, assez moderne, et elle paraît proche et lointaine, et elle livre ses secrets aux lecteurs. Et les photographies sont aussi publiées dans des journaux comme Pour vous, Cinémonde, enfin les revues de cinéma de la période. Et quel est l'impact de ces photos auprès du public de l'époque? C'est un petit peu aussi le début du Star System, c'est le cinéma qui devient glamour, qui s'affiche dans la une des magazines. Le cinéma change à ce moment-là. Je pense qu'on a déjà ces notions de stars et de vedettes dès les années 20 et même avant, mais l'exemple là des photographies Pathé, il est, je crois vraiment que ça se fait en réaction, pas de manière réactionnaire, mais en réaction par rapport à l'influence des États-Unis. Il concerne vraiment ces actrices françaises. Très très peu vont s'exporter, sinon Annabella peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'impact? Je sais pas, mais il y a vraiment un style. Il y a un style qui est complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actrices, justement? On n'en a pas beaucoup parlé. Il y a Arletty, notamment, pour citer sans doute la plus célèbre. D'autres moins, sans faire l'historique de chacune. Quelles sont celles qui ont marqué cette époque-là? Donc chez Pathé, au début des années 30, il y a énormément de films avec Gaby Morley, qui est vraiment la vedette Pathé, qui est capable d'investir à peu près tous les registres. Des actrices aussi qui viennent du théâtre, comme Elvire Popesco, comme Marie Marquet, de manière plutôt occasionnelle. Des femmes qui viennent ou du muet ou du musical, mais qui ont des débuts de carrière relativement marqués pendant les années 20, comme Florel, qui va élargir son champ de rôle chez Pathé. On va aussi trouver des actrices qui ont eu une carrière internationale, et on est à une période où les films se font en version française. Enfin, on n'a pas les sous-titres, donc on tourne des versions françaises avec la même équipe des versions allemandes, et donc on a des actrices venues de l'Est aussi qui tournent des films pour Pathé. C'est le cas par exemple de Brigitte Helm. Et puis il y a énormément de jeunes actrices, donc vous parliez d'Arletty, mais on a aussi Marie Glory, qu'on a maintenant beaucoup oublié, mais qui a beaucoup tourné avec Pathé. Edwige Feuillère, des femmes qui ont joué un ou deux rôles comme Ginette Did, Gisèle Casatsus aussi, qui joue son premier rôle au cinéma chez Pathé, et puis je sais pas, elles sont nombreuses, donc voilà. Et dans cette exposition, on trouve aussi des affiches de films, de belles affiches. Ces créations d'affiches, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on a quelques-unes là dans l'exposition? Alors les affichistes, ils sont extérieurs à Pathé, c'est pas des salariés. Certains, comme Cecchetto ou Marcel Bloch, vont beaucoup travailler pour la maison. Ils sont, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce qui se fera dans les années 40, là on voit vraiment que on a beaucoup d'affiches avec des portraits d'actrices. J'ai l'impression que c'est une tendance, et dans certains cas, la photographie du studio va permettre de créer l'affiche. Elvira Chaméry, bonjour, merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, parallèlement à cette exposition Muse Portrait d'actrice, il y a un cycle sur les pionnières du cinéma muet. Comment les femmes, au début du siècle, dans les premiers pas du cinématographe, comment elles ont réussi à s'imposer dans cette industrie très, très masculine? Alors, c'est une question un peu difficile, mais en fait, au début du cinéma, finalement, je pense que c'était moins difficile pour les femmes de s'imposer parce que le cinéma était moins organisé, si on veut. L'organisation des studios, le fonctionnement des studios n'existait pas à l'époque. Et finalement, elles n'ont pas eu tant besoin que ça de s'imposer. Ça s'est fait de manière plutôt naturelle, en fait. On pouvait être engagé sur un tournage et se retrouver à faire quelque chose qu'on n'était pas du tout censé faire. Et finalement, les femmes avaient des rôles de productrices, de réalisatrices, sans que ce soit forcément une bataille, comme on peut le dire après, comme ça a été le cas peut-être plus tard et aujourd'hui encore. Voilà, je pense que c'est vraiment le fait que les studios et l'organisation des studios n'étaient pas établis qui a permis justement que pendant quelques années, les femmes puissent avoir et pratiquer des métiers qui ensuite pouvaient être plus difficiles à accéder. Alors il y a une trentaine de films courts et longs métrages dans ce cycle. Quelles sont les œuvres marquantes
que l'on peut y découvrir? Alors il y a plusieurs choses qui sont assez différentes en fait. Vous avez tout un travail de restauration qui a été fait par l'Observe Film et dont on montre une partie pendant le cycle. Donc vous avez 8 films qui ont été faits par Alice Guy aux États-Unis, puisqu'elle avait monté sa boîte de production aux États-Unis. Donc on en passe 8. Ça c'est des films qui sont assez rares et assez importants, et de voir sa carrière à l'étranger est assez intéressante puisqu'elle aborde des sujets justement qu'elle n'exploitait pas quand elle était en France. Vous avez aussi le film The Blot de Louise Weber. Louise Weber qui a aussi pendant un certain temps été un peu oubliée de l'histoire du cinéma, et qui par ses travaux de restauration et les différents travaux de recherche d'historiens du cinéma réapparaît un petit peu et dont on parle un peu plus. Il y a quelque chose assez exceptionnel qu'on va montrer, c'est un fragment d'un film qui s'appelle Vicenta, qui a été fait par Musidora, qu'on a très longtemps cru perdu et qui a été retrouvé et restauré par la Cinémathèque française. Donc ça va être un moment fort du cycle, et il sera présenté par Yvon Dupart, qui est le président de l'association des Amis de Musidora, qui travaille justement à la mémoire de son œuvre cinématographique et qui parleront du film, de sa carrière et de la restauration qui a été faite sur le film. Alors le cycle, il comprend des cinéastes, des monteuses, des productrices. On peut parler de Mary Pickford aussi, qui est très présente. Et puis, vous l'avez cité, Alice Guy, dont on célèbre les 50 ans de la disparition. On la considère aujourd'hui comme la première femme cinéaste. Il reste encore beaucoup de choses à célébrer sur Alice Guy. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a poussé à proposer ce cycle de pionnière du cinéma? Alors je ne sais pas si ça a été une raison, mais en tout cas elle était tout de suite, on savait tout de suite qu'elle allait avoir une place majeure dans le cycle. On a fait cycle parce qu'on voulait redécouvrir un petit peu ses filmographies. Alors à la Fondation, ça nous est déjà arrivé évidemment de passer des films qui ont été produits ou réalisés par des femmes, mais vraiment de les mettre à l'honneur dans un cycle qui leur a été consacré, c'était important. C'est vrai que l'anniversaire qui est actuellement celui d'Alice Guy était aussi intéressant, et puis c'est le travail de restauration aussi qui a permis aussi qu'on puisse montrer ces films, parce que finalement l'idée de faire un cycle consacré aux femmes nous trottait dans la tête depuis un moment, mais la possibilité de montrer ces films est possible grâce aux différentes restaurations qu'il a été possible de faire. Et puis on a aussi la possibilité de montrer des films ou bien d'aborder des personnes un peu moins connues que Mary Pickford, comme vous l'avez dit, ou même qui est Alice Guy, qui a été très longtemps méconnue mais qui commence vraiment maintenant à reprendre un peu sa digne place. On passe un film d'une réalisatrice suédoise qui pour le coup est totalement inconnue en France, et on a eu la possibilité de montrer un film en 35 mm. En plus, c'est une des premières fois qu'il passe en France. Ou bien de s'intéresser à Renée Delio, qui est une scénariste qui a une carrière très prolifique. Son mari était réalisateur, elle a écrit quasiment tous les films. On en passe un dans Les Mansardes de Paris. Enfin voilà, on parvient à un petit peu vagabonder dans ce que pouvait être le cinéma féminin, si on veut, de cette époque-là. Et Alice Guy a évidemment largement sa place puisqu'elle en est la première participante. Donc je rappelle l'exposition Muse, portrait d'actrice à la Fondation Pathé du 29 août au 13 octobre, et donc que le cycle Les pionnières du cinéma muet soit quand même une très très belle programmation d'une 30aine de films, notamment évidemment d'Alice Guy, de Germaine Dulac, de Loïs Weber et de beaucoup d'autres, qui donc se déroulent du 29 août au 25 septembre. Dans les rétrospectives de ce mois de septembre, mon cher Antoine, nous avons la rétrospective Léo Maccaré à la Cinémathèque française, qui a débuté le 29 août et qui se poursuit jusqu'au 24 septembre. Alors oui, Léo Maccaré, je peux te dire moi par exemple que c'est peut-être le réalisateur par lequel ma cinéphilie, qu'on peut qualifier de cas relativement grave, a démarré, puisque dans mon lycée, quand je devais être en 5e ou en 4e, on passait l'extravagant Mr. Ruggles, qui est un film extraordinaire de Léo Maccaré, qui raconte l'histoire d'un Américain totalement parvenu, d'un Texan aux manières extrêmement rustres, mais qui gagne beaucoup d'argent et qui décide d'embaucher un majordome anglais pour avoir des manières, et pour que tout le monde autour de lui ait désormais les manières d'un patricien bien élevé. Et donc le majordome arrive, et c'est Charles Laughton,
le majordome, ce personnage extraordinaire, cet Anglais bougon, connu aussi comme réalisateur dans La Nuit du Chasseur. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous découvrez le cinéma américain des années 30 à travers un film comme L'extravagant Mr. Ruggles, qui est un film d'une très grande finesse, d'une très grande intelligence, vous vous rendez tout de suite compte que le cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, c'est quelque chose de vraiment très riche et très intéressant. Alors, Leo McCarey, c'est quelqu'un qui a eu une carrière absolument extraordinaire. Comme beaucoup de gens dans le cinéma, il a commencé en faisant des petits métiers et il est devenu ce qu'il appelait lui-même la script girl de Todd Browning. Donc Todd Browning, c'est un des pères fondateurs du cinéma, hein, et notamment du cinéma fantastique. Et ensuite, il va se retrouver comme l'un des conseillers et un peu, je dirais, des hommes à tout faire de Hal Roach. Et Hal Roach, c'est un personnage lui aussi très important de l'histoire d'Hollywood, puisque c'est notamment la personne qui a produit tous les films de Laurel et Hardy. Et donc, Leo McCarey disait en fait lui-même qu'il avait inventé Laurel et Hardy. Il était gagman pour Hal Roach, et puis à un moment, il voit arriver d'un côté Hardy, et il voit arriver d'un autre côté Laurel, et il s'est dit, mais au fond, si je commençais à faire des gags avec ces deux types-là, ça va être vraiment drôle. Et c'est comme ça, selon en tout cas Leo McCarey, que le duo a été créé. Donc, il y a beaucoup de films avec Laurel et Hardy qui ne sont pas signés Leo McCarey, sur lesquels il serait intervenu. D'autres sur lesquels il est intervenu. On va les voir dans cette rétrospective à la Cinémathèque. Au total, il y aurait quand même une centaine de films de Laurel et Hardy sur lesquels Leo McCarey serait lui-même intervenu. Et puis alors, il y a une période de la carrière de Leo McCarey où il devient d'un seul coup un cinéaste qui va faire des films très importants. Alors je fais peut-être quand même un petit aparté. Beaucoup des gens qui étaient des figures d'Hollywood ont joué dans des films réalisé par Leo McCarey, et il a joué un rôle important dans leur révélation. C'est le cas des Marx Brothers, c'est le cas de W.C. Fields, c'est le cas de Mae West. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a quand même cette idée que Leo McCarey, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans le fait d'imposer les figures d'Hollywood, et bien entendu, les films dans lesquels il fait ça, on va pouvoir les voir aussi à la Cinémathèque. Et puis, Leo McCarey a aussi cette particularité d'avoir réalisé 2 fois le même film. Alors, ça, c'est la carrière, je dirais, de cinéaste, d'auteur de Leo McCarey. On peut dire qu'il y a quelques films de Leo McCarey qui sont vraiment très importants, et je vais venir bien sûr à celui que vous évoquez. Alors, il y a L'extravagant Mr. Ruggles dont j'ai parlé au début. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de Leo McCarey. Il faut absolument pas le manquer. Il y en a un qui est très bizarrement méconnu en France avec Cary Grant et Irene Dunne, qui s'appelle Cette sacrée vérité, qui est un film très drôle et qui est une des grandes comédies, vous savez, de ce genre cinématographique américain qu'on appelait la comédie du remariage, et où en fait on se servait d'histoires de remariage pour ficeler de manière présentable pour la censure des histoires d'adultère. Donc Cette sacrée vérité est vraiment un film super. Il y a Place aux jeunes, c'est un film assez bouleversant. En fait, c'est un film qui ressemble un peu à ce que fera Ozu avec Le voyage à Tokyo. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle il s'avère que les anciens n'ont plus vraiment leur place, et donc c'est un film qui, sur ce plan-là, est vraiment visionnaire. Et puis, donc, il y a ce film qu'il a fait 2 fois, qui est une histoire romantique, un mélodrame romantique. Qui s'appelle Elle et lui, quand même. Qui s'appelle Elle et lui. Donc, voilà. Alors, je vais pas vous raconter le pitch de ce mélodrame romantique. Ce qui est vrai, c'est qu'il l'a fait 2 fois. Une première fois avec Charles Boyer et Irene Dunne, 2 acteurs qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, mais qui sont de très grands acteurs. Charles Boyer, c'était le grand acteur français d'Hollywood, et Irene Dunne, c'était une actrice qui était capable à la fois d'être une grande actrice de mélodrame et une grande actrice de comédie, et comme dans Elle et lui, il y a un peu les deux, c'est très très bien. Et puis ensuite, il va être refait à l'ère moderne avec Cary Grant et Deborah Kerr d'une façon tout à fait différente, parce que les 2 personnages vont apporter quelque chose de nouveau. You know, I painted you like that with the shawl. I wish you could have seen it. Courbet said it was one of my best. I didn't think I could ever part with it, but well, there's no reason to keep it any longer, and I couldn't take money for it because, well, you know.
So, Kobe told me a young woman came into the gallery and she liked it. She saw in it what I hoped you'd see, so I told Kobe to give it to her. Because he said she didn't have any money, and not only that, she was... Anyway, I told him to give it to her. Kobe said she wanted it so badly, and so I told him to give it to her. You know, it's the Christmas season and all that, and you know me, holly in my heart. Like that. Why didn't you tell me? If it had to happen to one of us, why did it have to be you? Oh, it was nobody's fault but my own. I was looking up. It was the nearest thing to heaven. You were there. Oh, darling, don't worry, darling. If you can paint, I can walk. Anything can happen, don't you think? Yes, darling, yes. Le Festival du film fantastique de Strasbourg se déroule du 14 au 23 septembre. Alors évidemment, le festival met à l'honneur les films d'aujourd'hui, mais aussi les films d'hier, à travers notamment son invité d'honneur, John Landis, qui recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture le 14 septembre. Une masterclass en sa présence aura lieu le 16 septembre, et puis il présentera également les Blues Brothers le 17 septembre en drive-in, suivi d'une rétrospective sélective de ses films. Toujours au programme, la rétrospective Chromosome X, soit 10 films qui illustrent la créativité féminine dans le cinéma de genre. Alors on pourra y redécouvrir ou découvrir Répulsion, La Féline, Possession, Sœurs de sang ou Les sorcières d'Eastwick. Et puis aussi un double programme Make My Day avec le critique Jean-Baptiste Torret qui va nous faire revivre des films injustement oubliés, des polars italiens, des comédies, des films d'exploitation, tous les genres et toutes les nationalités auront donc leur place dans cette nouvelle collection avec 2 films, l'un assez connu, un des premiers films de Catherine Bigelow, Aux frontières de l'aube, l'autre beaucoup moins, en tout cas pour ma part, La mort a pondu un œuf de Giulio Questi avec Gina Lollobrigida et Jean-Louis Trintignant. Je pense que c'est une rareté à découvrir. Et puis également un concert de musique de films fantastiques le dimanche 19 septembre à l'église Saint-Thomas, reprenant les partitions des plus grands compositeurs de musique de films fantastiques. On pourra entendre du Bernard Herrmann, du John Williams, du Jerry Goldsmith, du Danny Elfman ou du Howard Shore, les musiciens de No Limit Orchestra. Donc nous ferons voyager à travers des films très célèbres comme Star Wars, Batman ou encore Conan le Barbare et les Seigneurs des Anneaux ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Et enfin, cerise sur le gâteau, projection le 20 septembre de L'Exorciste de William Friedkin à l'église Saint-Guillaume. Voir l'exorcisme dans une église, ça n'est pas tous les jours, donc c'est une belle expérience frissonnante pendant ce festival donc du film fantastique de Strasbourg du 14 au 23 septembre. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. All right, let's see what the... Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want
want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope. The only hope. The Exorcist. Nous parlons maintenant des ressorties de ce mois de septembre, mon cher Antoine, et on débute avec un film co-réalisé, en tout cas officiellement, par Ernst Lubitsch et Georges Cukor, Une heure près de toi, réalisé en 1932, qui ressort le 12 septembre avec Maurice Chevalier, Jeannette MacDonald et Geneviève Tobin. Oui, alors en fait, il n'a pas été vraiment co-réalisé. Ce qui s'est passé, c'est que Lubitsch était un peu à l'origine du développement de la carrière aux États-Unis de Maurice Chevalier et aussi du développement de la carrière de Jeannette MacDonald, qu'on a un peu oublié, mais qui était une actrice extraordinaire, très charmante. C'était à l'époque, dans la période pré-code, on l'appelait d'ailleurs la reine de la lingerie, parce qu'elle apparaissait souvent en tenue un peu légère dans les films. Mais en fait, c'était une soprano qui avait une voix extraordinaire, et donc elle est presque l'une des mères fondatrices elle est en fait la première star de comédie musicale américaine à une époque où les stars de comédie musicale étaient plus chantantes que dansantes. Mais la caractéristique de Jeannette MacDonald, c'est qu'elle combine le fait de chanter d'une façon assez institutionnelle, parce qu'on est encore dans du chant lyrique, avec une façon de jouer qui, elle, est une façon très moderne et une façon très espiègle. Et donc, Lubitsch avait eu l'idée de créer des films musicaux dans lesquels il associerait Chevalier, qui était à la fois chanteur et acteur aussi, et Jeannette MacDonald. Ce film, Une heure près de toi, est le troisième film du couple Maurice Chevalier Jeannette MacDonald, qui en feront au total 4. Le premier ayant été Parade d'amour de Lubitsch et le deuxième Aimez-moi ce soir de Rouben Mamoulian. Il faut savoir que c'est un film que Lubitsch adorait parce que il mélange, il y a à la fois le côté vaudeville que Lubitsch aimait beaucoup, il y a le côté pétillant, il y a par moments c'est assez méchant, notamment le personnage joué par Geneviève Tobin qui joue un peu la femme qui va s'interposer entre Jeannette MacDonald et Maurice Chevalier, et c'est un remake d'un film que Lubitsch avait déjà fait en version muette, donc c'est extraordinaire parce que c'est un film qui est tiré d'un opéra et que Lubitsch avait fait en version muette, donc on peut comprendre quelle était l'envie de Lubitsch de le réaliser en version parlante une fois qu'on pouvait avoir mis le son quand même pour un opéra. C'est mieux, c'est quand même beaucoup mieux ou une opérette, c'est beaucoup mieux de le faire avec le son. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment un film qui tenait énormément à cœur de Lubitsch. Il est aussi un film révéré de Hitchcock et de Kurosawa. Enfin, c'est un film vraiment à voir. Why did I kiss that Mitzi? I still can feel it yet. And now I'm in a spot, and what a spot. For right out there is Mitzi, and right up there Colette. Should I be brave and misbehave or not? Should I say yes or no? Should I stay home or go? Why should I be afraid to fall? I'm only human after all. I love Colette, I'm crazy for Colette. But oh, that Mitzi, I kiss Colette and I get all upset. But oh, that Mitzi, to stay or go, I really can't decide. But this, I know we can't all three be satisfied. I love Colette, I haven't weakened yet. But oh, that Mitzi. Autre ressortie de ce mois de septembre, La religieuse de Jacques Rivette, réalisée en 1966, qui ressort le 19 septembre en version restaurée 4K avec Anna Karina, Micheline Prel et Francine Berger. J'ajoute que le film sort la veille en DVD et Blu-ray le 18 septembre. Alors nous sommes au XVIIIe siècle. Suzanne Simonin est cloîtrée contre son gré dans un couvent. Elle trouve un peu de réconfort auprès de la mère supérieure, mais celle-ci meurt peu après et est remplacée par une femme sadique qui ne cesse de brimer Suzanne. La jeune femme obtient l'autorisation de changer de couvent, mais reste toujours
aussi déterminé à sortir. Le film est adapté bien sûr du roman de Diderot, qui est paru en 1796 à titre posthume. Diderot s'était lui-même inspiré de la vie de Marguerite de la Mare, dont le père voulait accroître sa fortune et l'a mise au couvent dès l'âge de 3 ans. Elle y restera jusqu'à sa mort. Jean Gruau adapte d'abord le roman en pièce de théâtre, puis il s'attelle avec Rivette à l'écriture du scénario, qui est une première fois soumis à la commission de censure, qui émet des réserves mais ne l'interdit pas. Le début, on peut le dire, d'un chemin de croix, c'est le cas de le dire. Rivette change la fin, que je ne révélerai pas. Alain Peyrefitte, ministre de l'Information du général de Gaulle, reçoit alors des lettres de protestation de religieuses et de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui juge le film blasphématoire. Tous ces gens-là ne l'avaient pas vu. Alors exactement, que personne ne l'avait vu et que le film n'était pas encore sorti. Pour calmer les esprits, le film change de titre. Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot, plus acceptable. Et Rivette ajoute en amorce: librement adapté d'une œuvre polémique de Diderot, ce film est une œuvre d'imagination, il ne prétend pas représenter une peinture exacte des institutions religieuses. En mars 1966, un nouvel avis de la commission est rendu public. Il interdit le film aux moins de 18 ans, mais il accepte sa sortie en salle. Et pourtant, Yvon Bourges, nouveau directeur de l'information, décide purement et simplement de l'interdire. Le Canard enchaîné parle alors d'inquisition. Le manifeste 1789 est publié dans la presse, regroupant des figures illustres de l'époque comme Duras, Prévert, mais certains membres du clergé et aussi des gaullistes, alors que l'on soupçonne Yvonne de Gaulle d'être à la manœuvre. Et puis intervient, quelques semaines plus tard, une fameuse tribune de Jean-Luc Godard dans le Nouvel Observateur, une lettre ouverte à André Malraux, qui impressionne tout le monde par son silence étourdissant devant cette affaire. Malraux qu'il dénomme ministre de la Culture, dans laquelle il termine par ces mots: « Comment donc pourriez-vous m'entendre, André Malraux, moi qui vous téléphone de l'extérieur, d'un pays lointain, la France libre ». Le ministre reste toujours silencieux. Le scandale prend une ampleur nationale alors que Rivette a toujours déclaré que ce n'avait jamais été son intention. Le film est finalement présenté au Festival de Cannes en compétition. Il ne reçoit rien, mais il est quand même plutôt bien accueilli. Et finalement, la décision d'interdiction est annulée en 1967. Les ministres, décidément, valsent à cette époque-là, puisque c'est Georges Gors qui est nommé et qui, alors là c'est pour l'anecdote assez rigolo, envoie son conseiller culturel de l'époque, un certain Romain Gary, qui pense que le film ne peut choquer que par l'ennui profond qui s'en dégage. La religieuse sort finalement sur les écrans en juillet 1967 et totalise 3 millions d'entrées. Alors aujourd'hui, on parle évidemment... Est-ce que l'histoire du film est-elle plus intéressante que le film lui-même? En le voyant dans une très très belle copie restaurée, il faut le dire. Le film, je trouve, a un peu perdu de son souffle. On a vu des films nettement plus virulents, mais ça n'a peut-être jamais été l'intention, en effet, de Rivette, qui a fait un film très austère, très épuré, dans lequel il dénonce l'oppression des consciences et l'enfermement, un monde perçu comme une prison. Et le film est bien sûr aussi et avant tout porté par Anna Karina, qui campe une Suzanne Simonin à la fois inébranlable. C'est ça qui est assez stupéfiant quand on voit le film, et évidemment le livre de Diderot disait exactement la même chose. Une fois inébranlable, malgré les épreuves qu'elle traverse. C'est, à noter enfin, c'est le dernier film que Jacques Rivette tournera avec un scénario. Je suis ici contrainte et forcée. Je n'ai aucune vocation. Suzanne, combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs? Non. Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent? Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable. De quoi? De tout. Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre. Je veux sortir d'ici. La
L'année dernière, à Marienbad d'Alain Resnais, réalisé en 1961, ressort lui aussi le 19 septembre en version restaurée avec Delphine Seyrig et Giorgio Albertazzi. Nous sommes dans un hôtel baroque. Un homme essaie de persuader une femme qu'il se serait connu et aimé l'année dernière à Marienbad. Elle nie et prétend ne se souvenir de rien. Le scénario et les dialogues sont signés Alain Robbe-Grillet, qui était à l'époque l'un des pères fondateurs du nouveau roman. Alain Resnais obtient pour ce film le Lion d'Or à Venise. Resnais, on le sait, presque toute sa carrière, jusqu'à même ses derniers films, a été un expérimentateur de forme. Et l'année dernière à Marienbad, on est l'exemple le plus illustre. C'est une œuvre en perpétuel mouvement, magnifié par des travelling éblouissants, je trouve d'une fluidité assez incroyable. Le début est à ce titre fascinant, puisque c'est un enchevêtrement de phrases, de bribes de conversation, de plans, de moulures au plafond, de miroirs, dans une déambulation de figures statiques, chuchotantes, presque dévitalisées. C'est évidemment, peut-être même un peu trop, l'incarnation du cinéma moderne, comme on l'a appelé, très conceptuel. Le film est en effet d'une fulgurante liberté, passant subrétissement d'un lieu à un autre, au milieu d'une réplique ou d'un changement de costume, et puis bien sûr sublimé par une Delphine Seyrig incandescente et spectrale. On est vite fasciné, mais aussi déboussolé face à cette rêverie mortifère dont on peine parfois à déceler le sens profond, d'une œuvre particulièrement exigeante. J'avertis quand même les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu. Pour Resnais, il le définissait comme ça. C'est une comédie musicale sans chanson qui tente d'approfondir les forces du rêve, dont toutes les interprétations demeurent valables, au spectateur à trouver sa propre vérité. Vous m'attendiez. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Je vous aimais. Je vous aimais. Je suis sûre que vous inventez. Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir. Oh, laissez-moi. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je ne voulais pas vous souvenir. Eh bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire. Et on termine l'actualité de ces ressorties avec Rue des Cascades de Maurice Delbez, film méconnu réalisé en 1964 qui ressort en version restaurée 4K le 19 septembre avec Madeleine Robinson, Serge Nubret, René Lefebvre et Lucienne Bogart. Alors nous sommes à Belleville en 1963, c'est l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit seul avec sa mère, qui tient une épicerie-café de la rue des Cascades. L'arrivée de Vincent, l'amant noir de sa mère, vient bouleverser son existence. Alors Maurice Delbez, on ne le connaît pas forcément, mais il avait réalisé plusieurs films déjà à cette époque, avec quand même des vedettes. Lorsqu'il entreprend l'adaptation du roman de Robert Sabatier, Alain et le Nègre, alors il faut dire qu'on est à l'époque en pleine période de décolonisation et il était plutôt osé, au début des années 60, de raconter l'histoire d'amour entre une femme blanche, veuve, et un homme noir. Alors après un tournage mouvementé que le cinéaste décrit lui-même comme un enchantement épouvantable, le film sort sous le titre Un gosse de la butte dans seulement quelques salles et est retiré de l'affiche au bout de seulement une semaine. Cet échec ruine la carrière de Maurice Delbez qui ne tournera plus d'autres films, qui tombe progressivement et très rapidement même dans l'oubli jusqu'à cette très belle restauration initiée au départ par un crowdfunding qui rend justice à cette œuvre assez atypique, qui retrouve à la demande de Maurice Delbez son titre original Rue des Cascades, soit un mélange de nouvelles vagues quand même avec ce côté naturaliste, cette façon de filmer le village de Ménilmontant, très réaliste en effet, très naturaliste, et puis aussi un ton un peu proche d'un Claude Anton-Lara dans la description de ce café, de ses clients. On retrouve un petit peu ce ton-là, et puis surtout campé par une bouleversante Madeleine Robinson dans un rôle difficile et assez moderne pour l'époque. Alors il faut dire que plusieurs événements ont lieu autour de cette sortie. Il y aura une projection en plein air du film dans la rue des Cascades, il y aura des visites guidées de Belleville, un retour sur les lieux de tournage avec Patrick Bezzolato, et puis une exposition itinérante, des photos de tournage dans le quartier de Belleville. Donc voilà, plusieurs événements organisés autour de cette ressortie le 19 septembre.
Demain c'est jeudi. Tu viens à la piscine? Non, je peux pas, je vais au caté. Et toi, tu vas? Moi, je suis zaté. Qu'est-ce que c'est qu'un zaté? C'est quand on est pour la révolution. Alain, veux-tu rentrer tout de suite? Je ne ferai jamais rien de ce gosse. Pas vous en faire, c'est l'âge bête. Le mien, c'est bien pareil. Il est timide, votre gosse. Elle est ma boule, celle-là. C'est les femmes, ça, mon gars. Tu les connais pas encore? Elles sont quand même pas toutes idiotes. J'en ai marre de faire l'amour comme on fait le ménage. Par devoir conjugal, pour faire propre. Il sent vachement bon ton mouchoir. Une belle petite gueule comme la tienne, faut pas l'abîmer, mon Alain, tu regretterais plus tard. T'as déjà embrassé des filles? Non. Moi, j'ai déjà embrassé 4 garçons. À la fois? On aurait tout eu, hein? Eh oui, c'est la vie. T'as vu? J'ai poché à mon père. En vrai, s'il fait le flic. Un jour à roulette, tu me le files? Bah le pot, ouais. Avec quoi qu'il travaille à mon père si je te le file? Vous pouvez pas comprendre, parce que moi, je pense dans l'absolu, dans la philosophie. Ouais, pendant des siècles, on mignote des sauvages, on les instruit, on leur donne nos missionnaires à bouffer. Bonjour tout le monde. Alors Antoine, dans votre histoire du cinéma, nous évoquons à la fois Joseph von Sternberg, le fameux cinéaste Pygmalion de Marlène Dietrich, mais aussi un film assez méconnu qui ressort dans les salles le 5 septembre, Anatane, réalisé en 2 temps, entre 1953 et 1958, film qu'il tourna au Japon, que d'ailleurs Joseph von Sternberg considérait comme son plus beau film. Oui, c'est vrai. Fièvre sur Anatane était considéré par Sternberg comme son plus beau film. C'est en tout cas ce qu'il dit de manière très ferme dans un chapitre assez long qu'il consacre à ce film, par ailleurs à peu près inconnu dans ses mémoires. Moi, j'avais eu la chance de le voir lorsqu'il y avait eu la rétrospective dont Sternberg nous avions parlé, oui. à la Cinémathèque. Et c'est vrai que c'est un film qui est très étonnant, mais au fond, pour le regarder, il faut en effet se dire que Sternberg a fait de ce film son dernier film, ça a été son dernier film, et il a été pendant toute sa vie un filmeur des femmes et du désir qui est tout à fait important. Je crois que c'est ce qui a dominé son œuvre, et dans une certaine mesure, ce film est un peu le point final et le point d'orgue de cette œuvre, et je pense que c'est pour ça aussi que Sternberg y était aussi attaché. Alors retour quand même sur Sternberg lui-même, parce que le destin de Sternberg, c'est celui d'un enfant autrichien auquel les mauvaises affaires de ses parents vont valoir une éducation entre 2 continents, ce qui n'était pas si fréquent au début du XXe siècle. À 7 ans, il part pour l'Amérique, il retourne à Vienne quand il a 10 ans, puis retourne une nouvelle fois aux États-Unis 6 ans plus tard, on est alors en 1910, où il achève un parcours scolaire chaotique, il vit de petits métiers, et c'est à New York qu'il découvre le cinéma comme manutentionnaire dans un entrepôt de pellicules, avant de devenir successivement monteur puis opérateur dans des studios de la côte Est. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Sternberg, c'est un réalisateur qui maîtrisait très bien tous les secrets de la pellicule, tous les secrets de la photo, et que ça prenait racine dans un parcours qui l'avait amené à porter la pellicule, à monter la pellicule et à être chef opérateur, à une époque d'ailleurs où il arrivait que le chef opérateur soit aussi réalisateur et inversement. Dans les années 20, il va débuter comme réalisateur à Hollywood. Il croise Charlie Chaplin, Mary Pickford. Il travaille successivement pour la Paramount et la MGM, mais il n'arrive pas à percer. Et là, il va embarqué pour Berlin, qui est alors la capitale du cinéma, avec l'intention de filmer L'Ange Bleu, tiré de Heinrich Mann, qui raconte la descente aux enfers d'un honorable professeur subjugué par une artiste du Berlin interlope des années 20. Et Sternberg, qui connaît bien l'Amérique, pense que l'ambiance berlinoise peut faire un succès sur le nouveau continent, et il réussit à convaincre la UFA, le grand studio allemand, de produire le film à la fois en allemand et en anglais. Mais il n'a pas cette femme qui doit subjuguer ce professeur, il ne l'a pas. Et donc, il va errer à Berlin à la recherche de son héroïne fatale, va contempler tous les boucs d'actrices, et c'est dans un théâtre qu'il rencontre cette Marlène Dietrich et décide de l'imposer quoi qu'il arrive. Il dit « Son maintien impressionnant m'apporta la certitude qu'elle donnerait une allure classique à la tempête que l'héroïne de mon film devait déchaîner. » Liebe eingesetzt,
Sternberg et Marlène Dietrich ont donné des versions très différentes de leur rencontre dans leur mémoire et aussi de leur départ pour Hollywood. Mais ce qui est certain, c'est que le soir même de la première de l'Ange Bleu à Berlin, Marlène Dietrich part rejoindre Brême, d'où partent les bateaux pour l'Amérique, et elle part aussi rejoindre Sternberg, qui est déjà parti pour l'Amérique. Alors Sternberg, c'est pas lui qui va inventer le look de Marlène, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à Marlène Dietrich, mais il va inventer une façon de la photographier et de la mettre au centre d'un nuage de sensualité qui va être essentiel dans la construction de sa légende. Chacun des 6 films que Sternberg et Dietrich vont faire ensemble va participer à la construction de cette légende. Sternberg disait, avec son profond regard mélancolique, ses cils longs de 3 cm, le nimbe doux de ses cheveux, ses traits classiques, son air mystique et son corps de panthère, elle n'aurait pas pu entrer dans une église sans aussitôt troubler le sermon. Il va y avoir 6 films faits aux États-Unis par Dietrich et Sternberg. Cœur brûlé en 1930, où Sternberg laisse libre cours au penchant de Marlène pour l'ambiguïté sexuelle et les tenues androgynes. Agent X-27, inspiré de l'histoire de Mata Hari en 1931, où Sternberg cultive le mystère d'espionne et fait de Dietrich une héroïne de mélodrame. Dans Shanghai Express en 32, chaque apparition de Marlène est travaillée par un concert de ventilateurs qui donne à ses cheveux un mouvement calculé et une dimension d'exotisme qui est très forte. Blonde Vénus en 1933, où Marlène emprunte le personnage d'une épouse dévouée, mais tellement dévouée qu'elle participe à des spectacles grivois. L'Impératrice Rouge, où les tenues de Marlène atteignent un degré de kitsch qu'on adore ou qu'on déteste. Personnellement, j'adore, mais c'est une question de goût. Et puis finalement, en 1934, La Femme et le Pantin, en 1935, pardon, où Dietrich interprète une vénéneuse espagnole, ce qui d'ailleurs ne plaira pas du tout au gouvernement espagnol, qui essaiera de faire interdire le film, à telle enseigne que la Paramount détruira toutes les copies et qu'on a ce film uniquement parce qu'on a retrouvé la copie personnelle de Marlène Dietrich. Donc ça a été la raison d'un incident diplomatique. La raison d'un incident diplomatique. Et là, la relation entre Sternberg et Dietrich, notamment à cause de l'échec de ce dernier film, va devenir une relation beaucoup plus difficile et ils vont arrêter de faire des films ensemble. Et Sternberg va déclarer avoir cessé de faire du cinéma en 1935. En fait, il va en faire encore après, mais il va faire vraiment allusion à la fin de ce cycle Marlène. Mais alors, cependant, il y a quand même des films, et on se rapproche de Fièvre sur Anatahan, il y a quand même des films qui montrent que Sternberg savait faire de grands films sans Dietrich. Alors d'abord, je voudrais citer, parce que je crois qu'il ressort, ou en tout cas il est possible de le voir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant de longues années, un film qui s'appelle Une tragédie américaine, qui est inspiré du même roman que 20 ans plus tard, Une place au soleil de George Stevens, et ce film, Une tragédie américaine, qui est un film prolétarien, donc on n'attend pas vraiment Joseph von Sternberg sur ce créneau-là. Il est vrai que Sternberg avait remplacé au pied levé Eisenstein, qui devait réaliser ce film aux États-Unis, et donc Une tragédie américaine, c'est un très très beau film. Et puis il y a bien sûr Shanghai Gesture en 1941, où Sternberg filme la magnifique Jean Tierney dans une métaphore des enfers située dans une Asie imaginaire. Mais donc, le post-scriptum de Sternberg, passé, il faut bien le dire, à l'époque totalement inaperçu, c'est Fièvre sur Anatahan, tourné au Japon en 1953, alors que Sternberg était déjà presque oublié des studios. Mais je pense qu'il y avait chez Sternberg le rêve de faire de Fièvre sur Anatahan une sorte d'ange bleu asiatique. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à un moment, Sternberg, dont la carrière pataugeait un peu aux États-Unis, est allé en Allemagne pour tourner un film qui était destiné à mettre en avant l'exotisme allemand auprès des Américains, parce que dès le départ, Sternberg avait en tête de vendre l'ange bleu en Amérique, et il avait considéré qu'il était essentiel d'avoir un personnage féminin, une actrice qui soit capable de porter cet exotisme et capable de véhiculer cet exotisme aux États-Unis. Or, qu'est-ce qui va se passer quand Sternberg va faire Fièvre sur Anatahan ? Il va mettre un soin quasi
obsessionnel à aller chercher sa vedette féminine. Il va aller dans tous les bars de Tokyo, il va évidemment regarder tous les books d'actrices. Finalement, il va choisir une artiste de music-hall, mais dans un music-hall d'ailleurs qui est contrôlé par la même société que son producteur japonais. Je crois que c'était la Toho d'ailleurs, qui est connu comme le grand studio japonais. Et donc, il va mettre un choix très important à choisir son personnage féminin. Car bien sûr, le personnage féminin dans Fièvre sur Anatane est très important. Pourquoi ? Oui, parce que quel est le pitch, quelle est l'histoire ? Qu'est-ce que raconte le film ? D'abord, juste quand même se dire, Sternberg, il arrive au Japon, il n'a pas de pitch, mais il veut, comme il avait réussi, encore une fois, un succès en transportant ailleurs l'exotisme allemand, cette fois-ci, il dit, je vais faire la même chose avec l'exotisme japonais. Ça va, je vous le dis tout de suite, ça va pas marcher du tout. Mais donc, il se dit, voilà, je suis au Japon, je vais travailler avec des techniciens japonais, dans un studio japonais. Il raconte dans ses mémoires comment il avait découpé des bouts d'arbres en mettant des racines à l'air libre. Enfin, il a fabriqué une jungle dans un entrepôt d'un studio japonais. C'est tout à fait étonnant. Et donc, il veut faire ce film. On est à l'époque, on est en 52, puisque le tournage commence en 52. On est à l'époque où le Japon est encore dans les affres de la guerre. Il y est tellement, d'ailleurs, que sur plusieurs îles du Pacifique, il y a des soldats isolés qui n'ont pas voulu entendre que la guerre était terminée et qui se sont cachés dans la jungle en refusant de se rendre. Et Sternberg tombe sur une information brève qui raconte le cas d'un groupe entier de soldats restés pendant 6 ans sur l'île déserte d'Anatane. Et donc, après que 13 hommes dans ce groupe sont morts ou ont été portés disparus à la suite de conflits qui tournaient tous autour de la seule femme du groupe, les rescapés ont été évacués en 1951. Et en plus, on sait qu'au moins 2 hommes avaient péri en se battant pour la femme et que plusieurs autres avaient mystérieusement disparu alors qu'ils avaient eu aussi une liaison avec cette femme. Et donc, Sternberg va rencontrer un des Japonais qui a écrit le journal de ce qu'il a vécu sur Anatane et donc va vraiment s'imprégner. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une histoire presque allégorique. Vous voyez, en gros, c'est l'histoire de... En gros, finalement, on a des Japonais qui sont sur une île déserte, la guerre est finie, mais ils préfèrent ne pas le savoir parce qu'ils préfèrent mener cette espèce de vie de désir à 30 autour de cette femme qui les fascine, quoi. Donc, c'est une espèce de métaphore complètement incroyable du désir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi ancré dans une histoire très réelle et que Sternberg a fait une véritable analyse pour écouter les gens qui avaient connu cette période. Alors, il y a d'ailleurs un petit livre publié par Capricci qui nous raconte notamment, d'ailleurs, comment Sternberg a constitué son équipe, comment il est parti à la recherche de l'actrice, et puis aussi comment il a recruté Okazaki Kozo, qui deviendra un des plus grands directeurs photo du cinéma japonais et qui fera même les images de Yakuza, le thriller tourné au Japon par Sidney Pollack. Alors, la réception de Fièvre sur Anatane, elle va être très mauvaise au Japon. Sternberg nous explique d'ailleurs, il dit dans ses mémoires, il y avait 10 cinémas au Japon. Bon, donc... Alors, il y a peut-être aussi une raison que vous n'avez pas précisée, Antoine, c'est que le film n'est raconté pratiquement exclusivement en voix off par Sternberg lui-même. Absolument. On entend les acteurs sont tous japonais, mais on entend finalement des bribes de japonais pendant tout le film. C'est lui vraiment qui nous raconte l'histoire avec une certaine distance. C'est peut-être cette distance aussi qui a pu gêner le public japonais à cette époque. Et le fait que ce soit un occidental. Exactement. Car enfin, on a une histoire extrêmement douloureuse. Vous voyez, les Japonais, eux, l'histoire, c'est la guerre, c'est Hiroshima, c'est la défaite, c'est le Japon de 1953, c'est un pays en ruine, quoi. Il n'a été réaccepté à l'ONU qu'en 56, avec les diplomates japonais qui sont allés en courbant l'échine, suppliant qu'on veuille bien les remettre dans le concert des nations. Enfin, le Japon, au début des années 50, c'est un pays totalement dévasté. Et donc, voilà, vous avez un gars austro-américain qui arrive, qui est fasciné par le désir des hommes autour d'une femme qui est un peu comme la reine des abeilles. Et je pense aussi sincèrement fasciné par la culture japonaise aussi. Il y a une fascination de Sternberg pour la culture japonaise, il y a une fascination de Sternberg pour, je dirais, l'exotisme, l'Asie,
parce que très souvent dans ses mémoires, il parle d'épisodes qu'il a vécu en Chine ou à Bali. Enfin, il est très lié à l'Asie. Et puis, évidemment, pour le Japon. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le soin que met Sternberg à interroger les gens, dans le soin qu'il met à essayer à s'entourer vraiment de Japonais qui connaissent la société japonaise et qui vont tout le temps lui dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, il fait quelque chose de tout à fait sérieux. Mais il y a quand même ce péché originel qui est cet occidental, qui raconte l'histoire, comme vous le dites très justement, et qui ensuite se permet d'utiliser un épisode douloureux qui touche tout le Japon pour poursuivre son aventure cinématographique sur la façon de filmer le désir et je dirais la fascination presque servile. Au fond, dans le cinéma de Sternberg, la fascination de l'homme pour la femme est un peu une fascination d'esclave. C'est un peu ce que suscite Marlène Dietrich et c'est un peu aussi ce que suscite Keiko dans Fièvre sur Anatane. Alors, en Angleterre, apparemment, d'après ce que dit Sternberg dans ses mémoires, ils ont diffusé le film en mettant des sous-titres et des bandes-son qui étaient très différentes de ce que racontait Sternberg, donc évidemment il était furieux, il dit que ça n'a aucun intérêt, et puis quand même il y a un pays où le film, malgré une sortie modeste, a quand même été bien accueilli, c'est la France, puisque Philippe de Montsablon, dans Les Cahiers du cinéma... Vous allez le retrouver loin. Oui, il ne faut pas oublier qu'au Cahiers du cinéma, il n'y a pas eu seulement Jacques Rivette et François Truffaut et Jean-Luc Godard. C'est bien de le rappeler. Il y a eu aussi Philippe de Montsablon, et c'était lui qui s'était chargé de la critique de Fièvre sur Anatane, et il avait parlé d'une œuvre d'art de haute maturité, et pour cause, c'était le dernier film de Sternberg, dans lequel les exigences du réalisateur se font plus impérieuses, et où ses intentions s'expriment dans toute leur complexité. Alors, cette très belle critique a-t-elle poussé Sternberg à rajouter des plans des années plus tard et à faire une nouvelle sortie, à reproposer une version nouvelle en 1958. C'est un film assez curieux en fait, qui a une première sortie en 53 et une nouvelle sortie en 58. Ce qui est certain, c'est que Sternberg aimait beaucoup ce film, qu'il considérait comme son meilleur film. La première sortie avait été un ratage et on peut penser qu'effectivement il tenait absolument à essayer de se donner une seconde chance parce qu'il n'avait pas non plus tant de cartouches que ça à tirer avec les studios, mais il faut bien reconnaître que la deuxième sortie est passée tout aussi inaperçu que la première. Alors voilà, donc c'est une bonne occasion là de se rattraper à partir du 5 septembre, redécouvrir cette œuvre fiévreuse, assez étrange finalement, un peu atypique dans sa carrière, mais Antoine, quand même, voilà, à découvrir absolument. Ah, tout à fait à découvrir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est un objet tout à fait étonnant qui vaut d'être regardé. Yes, we have picked the deepest part of the Pacific Ocean, deep and solemn. And we were to be here for 7 long years, and little did we know that the enemy was not in planes overhead, nor was it the lack of food, the lack of water and medicine, nor the venomous plants that hemmed us in. How could we know that we had brought the enemy with us, in our own bodies, an enemy that would attack without notice? And so we entered the twisting, haunted labyrinth of an unfamiliar jungle, a beautiful but vicious world in which many of us never returned. « 1957, année charnière dans la carrière d'Ingmar Bergman. Le cinéaste suédois réalise 2 longs métrages coup sur coup, Le 7e saut et Les fraises sauvages, qui vont le propulser sur le devant de la scène du cinéma mondial, faisant de lui l'un des réalisateurs les plus importants de son temps. C'est l'année choisie par Janne Magnusson pour raconter la vie tumultueuse de ce grand artiste pas très aimable, son obsession de la mort, ses très nombreuses conquêtes, son rapport avec les acteurs et ses sympathies envers le régime nazi. À l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, coup de projecteur donc sur le documentaire Bergman, Une année dans une vie, dans les salles le 19 septembre, que nous évoquons en compagnie de sa réalisatrice que nous avons rencontrée lors du dernier festival de Cannes, où le film était projeté dans la sélection de Cannes Classique. This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957, and Bergman is on fire.
He's got 6 gigantic productions opening this year. He's only 38 years old, but has 6 children with 3 different women. This year, he makes his greatest artistic discovery. If his films are to be great, they have to be about him. Om jag ska datera någonting så daterar jag efter filmer och iscensättningar. Han hämtar väl hela tiden inspiration från sitt eget liv och klädde ut sig själv i alla olika roller. Han hade ju ständigt ont i magen. Han hade ständigt ångest för att det inte skulle vara bra nog. Jag har gjort en film, Sweden ur världen. Jag har gjort en pjäs på teater, så det är också ur världen. Men det är ju helt omöjligt att förstå hur han kunde klara en sådan enorm arbetsbörda. Tysta! Det var bara när han visste att han var Ingmar Bergman att han hade regler. Jag måste spisa frukost alene för det jag ska skapa. Han hade ju sina Mariekex. I got restless legs. You get that too? He said, I will never mislead you. Han betyder sindssygt meget för mig. Det dumme svin. Jag älskar han ju, selvfølgelig. Bergman's tempo is unfathomable. The works are masterpieces. And it all begins in 1957. How did you know Ingmar Bergman? I don't know Ingmar Bergman at all. I've tried to figure out who he was in a number of projects, but I did speak to him on the phone once. And it was because I coached Sweden's only male synchronized swim team. And we used to swim formations that we named after his films. So I would stand on the side of the pool and yell, "Swim the seventh seal." And they would swim in one way. Or swim scenes from a marriage, and they would swim in another way. And I saw a documentary about Ingmar Bergman where I saw that he had a pool in his compound with water. And he was turning 85, so I wrote him a letter. "Dear Ingmar, me and my 14 swimmers would like to come and celebrate your 85th birthday by swimming in your pool, these formations." And I sent him a video cassette of our swimming. And it took 2 days. And I see in my cell phone a strange number, and oh my goodness, it must be Ingmar Bergman's assistant calling me. And I pick up the phone, and it's Ingmar Bergman himself. Hello, it's Ingmar. And he said that under no circumstances does he want anyone to come swim in his pool, and that he had a big angry dog that would go after us if we came there. But then we talked for a while, because this is at the end of his life. It was 2004. He was dead. He died 3 years later. I think he was quite lonely. And it was a really nice conversation. And then at the end of it, I said, well, Ingmar, if you look at the video cassette I sent you, maybe you will change your mind. And he said, Bergman doesn't change his mind. And he hung up. In 1947, 57, the year of Ryan Strawberries. Mm-hmm. This is the most important year of his career? I think so, but I'm not a Bergman scholar, but looking at his life and reading books and watching his films, I think that is the most interesting year, by far. Because he's not the big Ingmar Bergman yet. He's still struggling, and he's wanting to become that huge director. And all that happens in 1957. His whole life takes a turn, and he becomes this icon eventually. But at that time, he still doesn't know that. He's struggling, but he's also brilliant, and he makes that incredibly important decision in how he's going to make his films. And then he just is a monstrous machine of creativity, which is fun to look at. Is it astonishing to know that he was obsessed by death at only 30 years old? I think about death all the time. Since I was like 12. So I don't know, maybe that's a Swedish thing. Don't you think about death? Why is it a Swedish thing? I don't know. I think a lot of people, at least in Sweden, we talk about death. But, I can't answer that. Sorry. Had he not become too overwhelming a figure in a Swedish life, people say he's more important than Strindberg. Are you agree with that? Yeah, I think so. I think he's the most interesting and important Swede ever. I think Strindberg was really interesting, but it doesn't compare to Bergman. And you
Also, you evoke in the movie the Nazi sympathies of Bergman during the war. Is it still a taboo subject? Yes, in Sweden, I mean, Ingmar Bergman wasn't the only person in Sweden with Nazi sympathies. Hold on. Ingmar Bergman wasn't the only person in Sweden who sympathized with Hitler and Hitler's project during the war. The difference is that Ingmar Bergman is so brutally honest that he actually tells us where his sympathies were, where everyone else pretended they weren't on Hitler's side. And I think it's admirable of Ingmar Bergman to be that honest, because unless people talk about what they were thinking and doing during that horrible war, we'll never come to terms with it. If everyone lies and says, "Oh no, it wasn't me," we'll get it back, and that's what's happening today, at least in Sweden, and I think in a lot of Europe. The right wing is growing strong again, because I think we never had that discussion properly. And I know in Sweden, people were so afraid of Russia that Hitler seemed like a good alternative. And so Bergman wasn't alone at all. But in Sweden today, it is a taboo subject. People don't want to talk about what Bergman thought during World War II, which is strange because he clearly wants to talk about it himself. He writes about it in his autobiography. I've seen an interview that he does with Jörn Donner. Unfortunately, we were not granted access to that material, but where Ingmar is showing Jörn Donner what he was doing in Nazi Germany in 1936. So he wants to talk about it, but nobody else does. It's a little bit difficult to accept when we saw his movies, to accept that he had that kind of sympathies. It's strange, no? Yeah, it's horrible. Of course it is. But he wasn't alone, which I think is interesting. And I think we need to talk about how many of us, I mean, I wasn't alive then, and how many Swedes and Europeans agreed with what Bergman was thinking at the time. He was making dark films. You agree with that? He made dark films, but the audience at this time saw them. Why? According to you, why? Why he had success, even if his movies are dark and hard? Well, you know, I think Bergman is a great entertainer and storyteller, and a film like The Seventh Seal, which is about death walking around talking to Max von Sydow, it's also a very funny film. I mean, there's scenes in that film that make you laugh, and I think all of Bergman's films have an element of humor, even the darkest films. And you know, I see the films and they're old today, but I like them. So why shouldn't a contemporary audience have liked them? It makes sense to me that there's a line to see The Seventh Seal, or there's a line to see The Silence. Must one be necessarily a bad father, unfaithful with women and friends, to be a great artist? No, I don't think so. I think you can probably be a good father and or a good mother and a faithful spouse and a great artist. In the case of Ingmar Bergman, 1957, it wasn't so. I mean, he didn't have time for his children, and he didn't have time to be faithful. All he had time to do was his art. And that's why he's a genius, or it's a part of himself? I don't know. Ingmar Bergman is a genius. This particular year is a very strange and fantastic year. And I think if you see the film and think about 1957, it's up to you to decide, really, what you think. Was it worth it? We got these great films, but these children had a crappy year. It's up to the viewer, I think. It's for you a new thing when you made the documentary. You know before that the autobiographical part is very important in his film. It's you've known already, or you discover when you're making the documentary? No, with Fanny and Alexander, it's always been kind of a known fact, at least in Sweden, that this is Ingmar Bergman's film about his childhood. And everyone in Sweden always thought, well, he's Alexander, because he's a boy, and he grows up to be a man.
We know that his father was a priest, and Bergman has talked a lot about the violence of his upbringing. So we've all known that Bergman was beaten as a child, and in Sweden every year at Christmas the Swedish National Television broadcasts Fanny and Alexander. And we've been fed with this film and the myth of Bergman's childhood for as long as I can remember. So first it was incredibly interesting to find another voice, because nobody's ever talked about this childhood except for Bergman, and we've all grown up with it. It's in our spine. So to find his brother, who's an obscure figure, talking about the same story that we know by heart was just amazing. I visit Fårö. Fårö, is it? Fårö. Very good. I visited Fårö many years ago, and for me it's wonderful landscape of the loneliness. Yeah. And Bergman loved that. He passed away at Fårö. Is probably the best set of his career, no? What do you think? Yeah, I think Fårö is amazing. I've been there many times. It's beautiful. It's very un-Swedish. I mean, but it's interesting that at the top of his career, when he's just hugely famous, that he packs up and moves to that island, which is very lonely. It's but I guess it's very Bergman. And for finish, what do you think he brought the most to the cinema? I think the honesty in his films is exclusive to Bergman and crucial to the film heritage he has left us. I don't think any filmmaker has been that honest about all their shortcomings and what it's like to be human. But he's not speaking for all of humanity. He's just speaking about himself, and because he's so honest about all his smallness and bad things he does and good things, I think we can relate to, because we're all not completely perfect people. Thank you very much, Jana. Je rappelle que pour le 100e anniversaire de la naissance d'Ingmar Bergman, il y a de nombreux événements, à commencer par une rétrospective intégrale à la Cinémathèque française du 19 septembre au 11 novembre, tout de même, et puis la ressortie de très nombreux films en salle, 6 d'abord à partir du 26 septembre, et puis plus d'une vingtaine au mois d'octobre. C'est pour ça que nous reparlerons de Bergman en octobre, et particulièrement de la restauration absolument sublime, même exceptionnelle, je trouve, du 7e saut, qui ressort donc le 10 octobre. Donc nous reparlerons du cas Bergman. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. N'hésitez évidemment pas, chers auditeurs, à le partager. Mon cher Antoine, on se donne rendez-vous le 1er octobre pour une nouvelle émission. Oui, peut-être d'ici là, quand même, un petit conseil de lecture pour ceux qui n'ont pas lu le magazine Revue et Corrigé, qui est vraiment un formidable magazine. Dont nous avons tout à fait déjà largement parlé en compagnie de ses cofondateurs. Revue et Corrigé, bien sûr, à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Justement, le point, c'est qu'au début, il n'y avait pas énormément de librairies où on pouvait le trouver, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc sur tous ces bons conseils, à très bientôt sur Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.